Quelles sont les opportunités value du mois en Allemagne? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec les paramètres du screener Value Allemagne. Donc on est sur les cotations principales d'entreprises allemandes qui se négocient en Allemagne, qui appartiennent à une industrie que je n'ai pas enlevée. J'ai peut-être laissé des banques. Non, je n'ai pas laissé des banques. Donc qu'est-ce qu'on enlève? Immobilier, banque, assurance, automobile, équipementier auto. D'un point de vue quantitatif, on prend des entreprises qui font 100 millions d'euros de market cap minimum pour avoir des dossiers liquides et sur lesquels la communication est satisfaisante. Surtout si on est en allemand, ça va être compliqué. Donc les plus grosses boîtes, les boîtes qui sont plus grosses communiquent en anglais, ce qui est pas mal. 7% de rendement des capitaux investis, ça c'est pour avoir de la bonne qualité, une rentabilité satisfaisante. Un multiple de valeur d'entreprise sur EBITDA de 6. Comme ça, on est sur des dossiers qui sont pas très chers, en incluant la dette évidemment. Et le levier financier à maximum 3 fois les EBITDA en net pour avoir un dossier pas trop fragile. On y va. Comme d'hab, on passe en revue les colonnes. Je vous enlève le prix qui n'a pas d'intérêt. Hop, le symbole de cotation boursière de l'entreprise, le nom de l'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, market cap en dollars US, on l'a pas en euros dans cet écran, ressenti chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, les multiples de valorisation par rapport au flux, valeur d'entreprise sur EBITDA, ratio coût-bénéfice, ratio free cash flow, type de valorisation par rapport aux actifs tangibles pour voir s'il y a une décote. Il y a une décote ici, on va aller regarder ça après. Rendement des capitaux investis, donc ça c'est une rentabilité plutôt opérationnelle. Le levier financier en termes de dette nette sur EBITDA, rendement du dividende, rendement de l'actionnaire qui inclut rachat d'actions ou dilution potentielle. Free cash flow par rapport au bénéfice net et payout ratio, qui est la proportion des bénéfices versés en dividendes, mais il faut se rappeler que les free cash flow payent les dividendes, pas les bénéfices nets, donc il faut un minima de free cash flow au moins équivalent ou plus élevé que les bénéfices nets. Allez, la première entreprise de cette liste, c'est RWE, c'est le, on va dire, on va mettre ici Power Renewable Electricity Producer, mais en fait RWE, c'est le réseau de transport allemand, c'est comme RTE, il me semble. 31 milliards de dollars de market cap, donc c'est une large cap, 10% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc on n'est pas du tout sur ce rythme-là en organique, il faut aller regarder ce qui s'est passé. Alors, est-ce que c'est une forte hausse des coûts de l'électricité qui affecte le chiffre d'affaires à monter? Possible. Est-ce qu'ils font des acquisitions? Possible aussi. Donc il faut aller regarder comment ça se décompose, cette croissance. En tout cas, elle a le mérite d'être élevée. 6% de valeur entreprise sur EBITDA, 6 fois la valeur entreprise sur EBITDA. C'est pas cher. 7 en PE, c'est pas cher, mais free cash flow négatif. Donc là, il y a eu une dépense en capital élevée, on rappelle. Les free cash flow, c'est cash flow opérationnel moins cash from investing activities. Donc c'est les cash flows opérationnels, les flux de trésorerie opérationnels moins les investissements. Et donc là, il y a eu beaucoup d'investissements, beaucoup de dépenses en capital, puisque les free cash flows sont négatifs. Bon, c'est pas très grave si c'est ponctuel. On peut avoir besoin d'investir massivement sur une année et ça ne se reproduit pas l'année suivante. Donc ça peut être le cas ici, il faut aller vérifier. 8,5 en rendement des capitaux investis, c'est une industrie qui est très intensive en capital, donc c'est convenable comme rentabilité. 2,5 fois les EBITDA en dette nette, c'est pas du tout un problème pour ce type de société, pour ce type d'entreprise, parce que on peut aller jusqu'à 5 fois, vu qu'on a beaucoup de visibilité sur les cash flows, c'est un monopole naturel. Donc on peut s'endetter jusqu'à 5 fois, on a des taux d'intérêt préférentiels pour les emprunts. Donc là, c'est soutenable à ce niveau. 3% de rendement du dividende, c'est intéressant également, mais on a peut-être un peu de dilution sur le dossier. Il faut regarder, est-ce que ce sont des nouvelles actions qui ont été émises, parce que le rendement de l'actionnaire est inférieur au rendement du dividende. Attention, le dividende a été versé à crédit, malheureusement, parce que les free cash flow sont négatifs. Ensuite, on est sur Hapag Lloyd. Alors là, on est dans un domaine particulier qui est en énorme bas de cycle, en Europe en tout cas. C'est le fret maritime. On a quelques petites pépites. Alors, à prendre avec des pincettes, parce que comme c'est très cyclique, le marché met des multiples très bas. On a une décote beaucoup. Donc, on a Hog Autoliner. On est sur une boîte qui est spécialisée dans le transport maritime de véhicules. On a D'Amico International Shipping. C'est un transporteur italien de pétrole et de gaz, donc de produits pétroliers. Pareil, très très décoté. Qu'est-ce que Wallenius également. Alors, c'est Wallenius Wilhelmsen de mémoire. Pareil, c'est du transport maritime, très décoté. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Hodgefell aussi, c'est un transporteur maritime de mémoire norvégien suédois, il faudrait que je regarde. Donc voilà, vous avez quelques petits dossiers dans le secteur du fret maritime, c'est très décoté en ce moment parce que évidemment guerre commerciale, qui dit guerre commerciale dit moins de transport maritime. Forcément, le transport maritime c'est un des vecteurs numéro 1 de transport de marchandises. C'est le même numéro 1 je pense, donc en tout cas entre continents. Donc
c'est le marché qui est plutôt pessimiste. Allez, on reprend sur Hapag-Lloyd. Du coup, on a 26 milliards de dollars de market cap. C'est une large cap. 9% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Mais là, ça, à mon avis, c'est la croissance organique. On a eu une énorme poussée du cycle post-2020. Donc, ça ne m'étonne pas du tout qu'on soit à ce niveau de la croissance. Est-ce que ça sera durable? Je ne pense pas quand même, hein. On a 5 en VE sur EBITDA, c'est pas cher. 10 en PE, 10 en price to free cash flow. Ça a quand même un petit peu remonté depuis la dernière fois qu'on a regardé. Donc, le marché, petit à petit, réévalue les perspectives de ces entreprises de transport maritime. 9% de rendement des capitaux investis, donc bonne rentabilité. On est sur 0,2 fois les l'EBITDA net. Donc là, le management, il est bon parce qu'il arrive en potentiel bas de cycle, en tout cas sur cette industrie, sans dette. Donc ça, c'est très bien. 6,4% de rendement du dividende, tout à fait intéressant. Un petit peu de rachat d'actions, mais je ne pense pas qu'elle soit annulée. Il faut regarder parce qu'il n'y a pas beaucoup de rachats d'actions. Ça sent plutôt des rachats d'actions pour les distribuer aux salariés ou au management. Donc à vérifier ce point-là. 65% de payout ratio. Ça me fait dire que ce dividende, il ne va pas être soutenable à ce niveau très longtemps, parce que là, les free cash flow, les bénéfices nets, ils sont cycliques aussi sur cette entreprise et dans cette industrie. Donc là, le management, il rend un maximum de cash aux actionnaires parce qu'il sait qu'il n'y aura pas beaucoup de croissance à venir. En tout cas, moins qu'avant. Donc, allez, on ne va pas s'attarder sur ce dividende. On n'est pas là pour le dividende sur ce dossier-là. On est là plutôt pour un dossier value, à mon avis. Donc, intéressant à regarder quand même, aller creuser plus en détail. Avant de continuer, si jamais vous cherchez un portefeuille d'investissement passif et performant, cliquez sur le lien en haut à droite de la vidéo. On continue avec Aurubis. Donc, eux, ils font de la production de métaux. Bon, c'est plutôt des mines. On est sur une mine cap, 5 milliards de dollars de market cap, 7% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. À mon avis, la croissance externe quand même sur Ruby. Ou alors, ils ont bénéficié d'une hausse sur leur segment de marché parce que les matériaux, ça a quand même bien laissé depuis 2023. Maintenant, après, là, on est sur 5 ans. Donc, il doit y avoir aussi le haut de cycle de la période inflationniste 2022-2023. À vérifier du coup. 4 en VE sur EBITDA, pas cher. 6,4 en price earning, donc ça c'est pas cher. Free cash flow négatif, pareil, il y a eu une dépense en capital importante sur les 12 derniers mois. Donc est-ce que ça s'arrête il y aura pas de. Est-ce que ça va s'arrêter sur les 12 derniers mois cette dépense en capital? Est-ce que ça va se prolonger? Il faut regarder ça. 10% de décote sur actifs tangibles. Donc là, vous avez une marge de sécurité supplémentaire. Il faut regarder de quoi sont constitués ces actifs tangibles. Est-ce que ce sont des stocks? Est-ce que ce sont les mines, etc. Donc il faut les creuser, de la réalité de ces actifs tangibles, de la réalité de la valeur de ces actifs tangibles. 12% vraiment les capitaux investis. Ça, c'est excellent par contre. Donc très bien, bonne rentabilité, pas de dette, c'est très bien. 0,1 fois les l'EBITDA en dette net, donc ça c'est bien. À mon avis, c'est pas une entreprise qui fait trop d'acquisitions, mais il faut regarder quand même. 1,6% de rendement du dividende, c'est pas très intéressant à ce niveau. Free cash flow négatif, donc on a versé le dividende à crédit, malheureusement. Bon, là, voilà, dossier plutôt cyclique à mon avis, plutôt orienté matières premières. Moi, je pense que le cycle des matières premières va se reprendre. On va avoir un retour de l'inflation dans les quelques trimestres à venir, parce que la liquidité est en hausse, les conditions financières se détendent un petit peu, la croissance va revenir, les PMI s'améliorent. Donc, pour moi, les matériaux, c'est aussi un bon moyen de jouer cette cyclicité. Ensuite, One and One, eux, ils font de la communication sans fil. Alors, on est sur 4 milliards de dollars de market cap, c'est une mid-cap, 1,8% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc, il n'y a pas beaucoup de croissance dans sur cette entreprise. 5 en VO sur EBITDA, c'est pas très cher. On a un petit problème, on a mis sur les bénéfices. Ils ont dû avoir de l'exceptionnel parce que passer de 5 en VO sur EBITDA, bon d'accord, il y a la dette qui est incluse, etc. Et à 20 en PE, à mon avis, ils ont fait une énorme dépréciation. Et on a des free cash flow négatifs, malheureusement. Donc ça sent la dépense en capital aussi importante sur les 12 derniers mois. Il faut voir si c'est ponctuel ou structurel. Si c'est structurel, malheureusement, il vaut mieux être à l'écart de ce genre de dossier. 7,4% de rendement des capitaux investis, donc c'est convenable, rien d'exceptionnel, mais c'est convenable. 0,4 fois l'EBITDA net. On n'est pas trop endetté sur ce dossier, c'est bien. 0,3% de rendement du dividende. Bon, ça, c'est pas trop intéressant parce que c'est en plus versé à crédit. Donc là, bon, moyen. Ouais, donc ce petit dossier, plutôt peut-être un peu compliqué, free cash flow négatif, les bénéfices qui sont bas, pas de croissance. On va peut-être à mettre à l'écart, même si d'un point de vue value, ça coche les critères. Bon, allez, si on ne veut pas trop s'embêter, on peut le mettre à l'écart, à mon avis. Ensuite, on est sur Usine UTZ. Alors, eux, ils font de la chimie. On est sur une small cap, 370 millions de dollars de market cap, 5% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annuel sur 5 ans, donc c'est pas mauvais, il y a un fonds de croissance. On a 7 en VE sur EBITDA, donc ça reste pas très cher. 12 fois les bénéfices, 9 fois les free cash flow. Ça reste pas cher. On est sur 8% de rendement des capitaux investis, bonne rentabilité. La chimie, c'est intensif en capital, il faut le rappeler. En Allemagne, en plus, ils souffrent encore plus des prix de l'électricité qui est élevé et le prix du gaz qui est élevé, donc ça les impacte un peu, enfin même beaucoup, surtout ce secteur chimique. On est sur 0,6 fois le l'EBITDA en dette net, donc l'entreprise a réussi à ne pas être trop endettée dans ce bas de cycle, c'est bien. 3% de rendement du dividende, un peu de dilution potentielle à
vérifier. On est sur un payout ratio de 27% avec des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets, donc c'est soutenable à ce niveau. La chimie, moi je pense que c'est plutôt encore un peu trop tôt pour rentrer dessus, hein. J'avais regardé Arkema récemment, Solvay aussi. C'est pas très cher, mais on ne sait pas si on est vraiment sur le bas de cycle et que ça va se reprendre ou pas. Donc moi, je pense qu'il vaut mieux temporiser et attendre quelques publications dans le secteur pour commencer à s'y intéresser. Après, celle-ci, elle coche nos critères value, hein, donc ça peut être aussi intéressant à les creuser dès maintenant, hein, bien sûr. Alors, All for One, ils font du service IT, c'est une ESN, entreprise de services numériques, 275 millions de dollars de market cap, 7% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc il y a quand même une bonne croissance, hein, un fonds de croissance sympathique, 6 fois la VE sur EBITDA, c'est pas très cher, 16 en PE, 6 en price to book cash flow. C'est à mon avis plutôt une boîte qui est structurellement dégage des free cash flow, il faudra regarder. Je pense pas qu'elle réinvestisse massivement son cash flow opérationnel, enfin ses cash flows pour la croissance. Surtout que ce type d'industrie, c'est BFR négatif, hein, donc c'est-à-dire que c'est le client qui paye en avance pour la réalisation des projets. Donc il y a des acomptes, donc la boîte, elle peut financer son activité rien qu'avec le paiement des clients. Donc normalement, il n'y a pas besoin de s'endetter outre mesure pour financer la croissance, uniquement quand on fait des acquisitions. Donc c'est pas mal. On est donc avec un price to cash flow à 6, c'est pas très cher. 7,2 rarement les capitaux investis, ça c'est un peu faible pour une entreprise justement du service numérique, hein. Normalement, les rentabilités, on n'est pas capital intensif, donc la rentabilité doit être un minimum 10% parce que le ratio qui rendement du capital investi, c'est rentabilité opérationnelle sur les capitaux investis, tous les capitaux investis, la dette, etc. Mais il n'y a pas besoin de capital tant que ça pour financer l'activité, on l'a vu, hein, c'est le BFR qui est négatif qui permet de financer l'activité. Donc, on devrait être quand même à 10% sur ce genre d'activité, c'est pas le cas ici. On est à 2 fois les EBITDA net. Ça, à mon avis, ça veut dire qu'ils ont fait une acquisition assez récemment pour avoir un niveau de dette comme ça, hein, parce que normalement, il n'y a pas besoin de s'embêter pour la croissance organique. 3,3% de rendement du dividende, 4,6% de rendement de l'actionnaire. Donc ils rachètent leurs actions, potentiellement ils les annulent. Je pense que s'ils rachètent autant, je pense que c'est pour annulation. Donc il faut aller regarder ce qui se passe. De ce point de vue-là, dans les rapports financiers, 45 millions de dollars de market cap, 17 millions de. Alors 45 millions de free cash flow, 17 millions de bénéfices nets. Donc le payout ratio est très soutenable à ce niveau-là. Donc là, c'est un petit dossier qui vaut le coup d'être analysé, hein. Regardez un peu le rendement des capitaux investis. On peut aussi regarder le rendement des fonds propres, hein, mais attention qu'il y a quand même beaucoup de dettes, donc c'est un peu biaisé. Mais je pense que c'est intéressant à regarder quand même, hein, une petite ESN comme ça. Ensuite, on est sur Dutch Rohstoff. Eux, ils font ils sont verticalement intégrés dans l'oil and gas. 239 millions de dollars de market cap, 41% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Voilà, il faut vraiment aller voir ce qui s'est passé, hein. Est-ce qu'ils ont fait une énorme acquisition? Bon, la dette n'a pas forcément beaucoup monté, il fallait pas très haute la dette, donc je pense pas. Est-ce qu'ils ont profité je sais pas, d'une forte hausse des volumes, d'une forte hausse des prix? Faut regarder comment ça se découpe. En tout cas, une aussi forte croissance avec une valeur entreprise à 2,3, c'est quand même pas cher, hein. 4,6 en PE, c'est pas cher du tout. Bon, free cash flow négatif, passe pas très grave si c'est ponctuel. Ça se paye pas cher, hein, ce dossier, avec une énorme croissance en face, donc là c'est intriguant quand même ce niveau de croissance, hein. 15% de rendement des capitaux investis, très bonne rentabilité sur un business qui est intensif en capital, donc excellent. 0,8 fois les EBITDA net, pas trop embêté. 4,8% de rendement du dividende, ça c'est bien. 9% de rendement de l'actionnaire. Donc là, à mon avis, ils rachètent des actions comme jamais pour les annuler, hein. Si on en rachète autant, je pense que c'est pour les annuler. En tout cas, il faudra vérifier ce qui se passe. Et le dividende a été versé à crédit puisque les free cash flow sont négatifs. Donc dommage. Alors, qu'est-ce qu'on garde quand on est investisseur value dans cette liste? Moi, je pense que Hapag-Lloyd, ça se regarde quand même. Après, il y en a des plus décotés, hein, dans le secteur. Voilà, hein, je vous ai donné les 7 qui sont décotés. Il y a Danico, il y a Autoliner, il y a Valenius, il y a Hodgefeld, tout ça, c'est décoté. Mais ça se regarde aussi Hapag-Lloyd. Et l'avantage, c'est que c'est une large cap, donc c'est moins volatile. Ça, c'est pas mal. Au Ruby, ça se regarde. Il y a une marge de sécurité sur les actifs tangibles. Il faut juste regarder pourquoi ils ont fait une telle dépense en capital. Mais sinon, ça se paye vraiment pas cher. Et j'aime bien Dutch Rohstoff, là, quand même, ça m'intrigue, hein. Cette croissance va être si peu valorisée. Donc, comme c'est une small cap, il peut y avoir aussi un problème, pas quantitatif, mais plutôt managérial, hein, on va dire d'alignement des intérêts des minoritaires avec le management ou le fondateur manager, quoi. Donc, il faut regarder ce point-là. Mais ça m'intrigue quand même à aller regarder. Dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on zoome un peu sur cette boîte. Je vous ferai une vidéo. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.